Salut tout le monde, bienvenue dans Émission Rétro. Aujourd'hui, une émission consacrée à un vieil animé. On va parler de Juliette Je t'aime, c'est-à-dire de Maison Ikoku, mais on va faire surtout une analyse des personnages, puisque je vais vous montrer à quel point chaque personnage principaux de cette série sont en réalité des caricatures exagérées de comportements japonais de l'époque. Attention, je précise. Euh, et les nombreux triangles amoureux que comporte cette série. Dans les séries de comédie dramatique, on a en général un triangle amoureux, mais dans Maison et Coucou, on a plusieurs triangles avec des sur-triangles. Enfin, c'est vraiment un bordel sans nom. Donc, pour commencer, qu'est-ce que Juliette Je t'aime? Donc, le nom japonais, c'est Maison et Coucou. C'est l'adaptation animée donc d'un manga de Rumiko Takahashi que vous connaissez pour Ranma 1,5, Inuyasha, Lamu. Je t'aime, c'est ce qu'elle a fait après Lamu et avant Ranma 1,5, pour vous situer à peu près l'époque. L'anime comporte 96 épisodes de 25 minutes. Elle a été diffusée au Japon du 25 mars 1986 au 2 mars 1988 sur Fuji TV et en France à partir du 5 septembre 1988 au Club Dorothée sur TF1, bien sûr. Alors on va donc commencer par le personnage principal masculin, qui est donc Hugo Dufour, alias Yusaku Godai. Alors, petite chose que vous allez vite comprendre dans cette vidéo. Voilà, il s'appelle Godai. Go qui veut dire 5 et il est dans la chambre numéro 5. Ce n'est pas le seul. Chaque personnage a un truc. Alors, Hugo, le personnage principal de la série, il est ce qu'on appelle un ronin au Japon. Alors, vous allez dire, ah, mais attends, les ronin, c'était les samouraïs. Oui, c'est un terme emprunté de l'époque médiévale japonaise. Les ronin étaient des samouraïs sans maître. Dans notre époque moderne, le ronin, c'est un étudiant sans fac. C'est-à-dire qu'il a échoué le concours d'entrée à la fac. Oui, parce que bien qu'ils aient l'équivalent du bac, pour eux, le bac, c'est juste que tu as fini le lycée. Pour aller à la fac, il y a un concours d'entrée de toutes les facs. Hein. Et donc, il a raté son concours d'entrée, il a 18 ans, il vit dans une pension, pas délabrée, mais on va dire à bas budget, et il tente de repasser ses concours pour étudier à la fac. Bien qu'en plus, il ne sait même pas quelle étude il veut faire. C'est ce qui ne sait pas en quoi il est doué. Il est vraiment... Alors bon, il tombe amoureux de Juliette dès qu'il la voit, dès qu'elle arrive. Il est assez beau, il est généreux, il est tête en l'air. C'est ce qui fait qu'il est, on va dire, il est vraiment l'incarnation de la comédie romantique, du mec qui, en plus d'être dans des triangles amoureux, arrive pas à se décider, arrive pas à sortir des situations dans lesquelles il se fourre à l'insu de son plein gré, parce que bien souvent c'est à cause des autres. Il est souvent le dadon de la farce des autres pensionnaires. Euh, c'est vraiment... voilà, c'est pas l'archétype du loser, mais c'est le gentil garçon qui se fait abuser des autres. Donc il tombe amoureux de Juliette, mais il n'arrive pas à lui dire, il manque de courage. Donc c'est pour ça que la série, au fur et à mesure de la série, il va s'affirmer. Donc il est né. Alors voilà, c'est une série des années 80. Comme je disais, la série a été diffusée au Japon en 86. Et ils disent qu'il a 18 ans. Bon, dans la série, on considère qu'il est né en 1960. Donc s'il avait 18 ans, la série devrait se passer en 78. C'est... Mais bon, on est plutôt dans l'archétype des années 80 pourtant. On est bien dans l'archétype des années 80. Ensuite, nous avons donc Juliette qui s'appelle Kyoko Otonashi. Donc Juliette est une jeune veuve de 22 ans. Alors, je me rappelle plus parce que comment elle s'est retrouvée à se marier avec son mec et comment il est mort, ça je me rappelle plus. Elle est l'archétype des héroïnes de Rumiko Takahashi. C'est-à-dire que quand vous regardez Juliette, son comportement, le fait qu'elle se fait vite des films, qu'elle a tendance à s'énerver, tout ça, vous le retrouvez dans les héroïnes principales de la plupart des séries de l'auteur.
Vous prenez Akane dans Ranma 1,5, donc c'est Adeline, c'est pareil. Elle s'énerve tout le temps. Enfin, c'est Lamu dans Lune, c'est pareil. Elle se fait des films, elle s'énerve tout le temps. C'est vraiment, elle a tendance à faire des personnages qui fonctionnent toujours plus ou moins pareil. Donc elle est l'archétype de la concierge qui veut s'occuper de tout, qui veut que ses pensionnaires vivent bien. Donc forcément, quand elle voit Hugo qui est complètement euh, dépassée par la situation, donc elle s'occupe beaucoup de lui. En fait, bien qu'elle ait 22 ans, son comportement ne fait pas son âge. Elle a un comportement de mère de famille on va dire, de 40 ans, alors qu'elle en a que 22. C'est ce qui fait que, voilà, quand elle se comporte gentiment, tout, elle est dans le mode vieille, et quand elle pète un câble, qu'elle s'énerve et tout, elle est là, sa jeunesse ressort. Donc c'est pareil, au niveau de son nom, elle habite donc la loge numéro 0, qui est la loge du concierge, et je crois que c'est aussi dans son nom, parce que dans Otonashi, il y a un truc qui veut dire rien, quelque chose comme ça, et du coup ça correspond au numéro de la chambre. Euh, Ouais, c'est ça. La pièce sans numéro, une référence à son nom de famille qui a pour sens rien. Où est-ce que j'ai pris plein de notes. Généralement douce et polie, elle dissimule un caractère bien trempé et une malaise dont Hugo fait régulièrement les frais. C'est vrai que souvent elle se met en colère contre lui. Facilement énervée, colérique, elle saute trop vite aux conclusions, très commun chez beaucoup d'héroïnes, donc ça, je l'ai déjà dit. Elle développe rapidement de l'affection pour Hugo. Elle tend à le chuchoter, ce que les autres pensionnaires ne manquent pas de souligner ironiquement, notant qu'elle se conduit comme une bonne épouse et parfois jalouse de lui. Ce qu'elle nie tout le temps. C'est vrai que pratiquement les trois quarts de la série, quand on lui fait remarquer qu'elle s'occupe trop de Hugo, qu'elle doit avoir des sentiments pour lui et tout, elle s'énerve et tout. Elle est l'archétype comment dire, de l'expression il n'y a que la vérité qui fâche. Parce qu'à chaque fois qu'elle s'énerve par jalousie, parce on lui fait remarquer ses possibles sentiments et choses comme ça, elle pète un câble. Elle est vraiment l'archétype de la vérité qui fâche. Donc ouais, c'est ça, son mari, donc Maxime, Soichiro Otanashi, est mort 6 mois après leur mariage. Voilà, donc alors elle est née en 58, ce qui fait qu'elle a 2 ans de plus que Hugo. Ce qui est pas voilà, ce qui est quand même pas la mort à. Donc ensuite on va passer à Pauline, Année Ishinose. Donc Ishinose, Ishi 1, elle est l'appartement numéro 1. C'est là, vous savez, la petite grosse qui se bourre la gueule à la limonade dans la version française, alors qu'en fait elle boit du sake à longueur de journée. Petite femme ronde d'âge moyen, on la voit rarement sobre, son époux un salaryman typique et constamment absent, à tel point que lors de sa première apparition, il s'avère être totalement inconnu des autres habitants de la pension. C'est vrai qu'il a tendance à rentrer très tard parce qu'il fait beaucoup d'heures supplémentaires, alors qu'il part très tôt le matin. En fait, les autres ne le voient jamais. Elle prend plaisir à se joindre aux autres pensionnaires pour ce qui est de troubler de la tranquillité de Juliette et Hugo, mais aussi parfois avec de bonnes intentions vers eux, plus particulièrement vers Juliette, qu'elle considère comme une petite sœur, malgré leur différence d'âge. Néanmoins, même quand elle agit avec les meilleures intentions du monde, ses façons de faire ont généralement vis-à-vis de Juliette et Hugo un effet contraire à celui recherché, et elle est à l'origine de nombreux quiproquos entre ces deux personnages. Bah oui, parce que entre le personnage principal qui est une couille molle, qui n'arrive pas à dire ce qu'il pense vraiment, et Juliette qui part au quart de tour et qui s'énerve tout de suite, euh, voilà, Juliette comprend les choses de travers, Hugo, lui, se fait des films, donc automatiquement, c'est une source de quiproquo monumental, donc dès que quelqu'un intervient entre leurs relations, ça part toujours en live. Alors bon, le fait qu'elle espionne les conversations téléphoniques, puisqu'il y a un téléphone au rez-de-chaussée et qui est juste à côté de la porte de son appartement, donc elle écoute les conversations téléphoniques. Elle a un fils. Alors attends, parce que le fils c'est Kentaro. Léo, voilà. En français il s'appelait Léo. Ok. Donc elle est. Pour revenir, donc c'est-à-dire Hugo est l'archétype
de l'étudiant sans fac, il est l'archétype En fait, c'est vite fait. Je pense que la plupart des comédies dramatiques dans l'animation japonaise et dans le manga à l'heure actuelle font leur héros bien souvent pomper sur Hugo. Du mec qui machin tout. C'est vrai que le genre a un peu de mal à se renouveler. Il y a quelques exceptions. Vous prenez My Team Romantic Comedy où le personnage masculin donne toujours l'impression d'un gros connard avec une vision du monde très très machinéen et tout, et alors qu'en réalité c'est juste qu'il a une façon de résoudre les problèmes qui est que il passe pour le méchant pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais parce que, sinon, on tombait toujours dans le même archétype. Juliette est une caricature de la concierge qu'on voit beaucoup pousser au maximum. La concierge qui est toujours gentille, prêt à aider, machin. Vous prenez dans Chobits, la concierge, elle est exactement pareille. Quand vous prenez la concierge dans Chobits, c'est une Juliette, mais sans le mauvais caractère, quoi. C'est vraiment, voilà, elle est l'archétype de la concierge. Euh, Pauline, elle est l'archétype de la femme mariée désabusée après des années de mariage parce qu'elle voit jamais son mari, qui est lui l'archétype du salaryman qui bosse nuit et jour et que sans avoir de vie de famille. C'est vraiment des archétypes. Bon, maintenant, on va passer au plus bizarre de tous les membres de la pension, qui était Stéphane, donc Monsieur Yotsuya. Alors voilà le truc, Stéphane est un prénom, alors que lui, il s'appelle toujours Monsieur Yotsuya. Parce que justement, c'est là le problème qu'on a en France à toujours vouloir donner les prénoms au lieu des noms de famille. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'au Japon, on n'appelle pas quelqu'un par son prénom comme ça. Il y a des règles de politesse. Vous savez, quand vous regardez des séries en japonais, vous avez, après le nom, vous avez soit Sama, Dono, San, Shan, Kun. C'est des règles de politesse. C'est-à-dire que le plus élevé, c'est Sama. Ensuite, vous avez Dono, San, qui est souvent monsieur, madame. Et vous avez Shanku, qui est pour petit garçon, petite fille, qui est un truc affectif. Ça, c'est ce qu'on rajoute au nom de famille. Ensuite, il y a le grade où vous utilisez le nom de famille seul, sans extension, donc ce qui prouve que déjà vous êtes très proche. Et après, vous avez l'utilisation du prénom. Et même là, on recommence. Vous pouvez être suffisamment proche pour utiliser le prénom, mais avoir une extension pour une marque de respect. Et le fait que là, il appelle par son prénom comme ça, alors qu'en japonais, c'est Monsieur Utsuya qui ment tout le temps sur son prénom, ce qui fait que dans la version française, il ment sur son nom de famille, ce qui en fait n'est pas logique, parce que ça causerait des problèmes. Ça, c'est un gros problème de traduction et de règles. Donc Stéphane, bon, le mec, voilà, Yo Tsuya, Yo Yun, 4, il est la chambre numéro 4. Il a 2 trous dans les murs de son appartement. Il a un gros trou qui lui permet d'aller et venir entre lui et la chambre d'Hugo pour lui piller sa bouffe et compagnie et aller l'emmerder. Et il a un petit trou à côté de la chambre 6, qui est la chambre de Charlotte, qui est toujours à moitié à poil et qui du coup il mate. Il est l'archétype du mec qu'on sait rien, qui donne l'impression de vivre reclus alors que il a d'être reclus, d'être sans emploi, mystérieux, d'être un pervers. Il est vraiment l'archétype aussi du pervers avec le fait qu'il mate Akemi et tout. Par contre, voilà, voilà, il est l'élément perturbateur. Charlotte. Charlotte du nom de Akemi Ronpungi. Alors, voilà. Roppongi, Roku 6, elle est la chambre numéro 6. Roppongi est un quartier du Japon, un quartier justement connu pour ses bars à hôtesses et compagnie. Et le comportement de Charlotte est le comportement d'une hôtesse. Alors, elle est serveuse de bar, mais d'un bar normal, sauf qu'elle se comporte comme une hôtesse, mais qu'ils ont poussé à l'extrême, parce que une hôtesse, bon, elle a un comportement au boulot, mais en dehors du boulot, elle va pas se comporter comme ça. Elle, Charlotte, elle donne l'impression de se comporter limite pire en dehors du boulot. C'est-à-dire qu'elle s'habille pour travailler,
Alors que quand elle est à la pension, elle est toujours en sous-vêtements ou en négligé. Elle est toujours moitié à poil. Les pensionnaires alors, Juliette lui reproche, mais tous les pensionnaires ont fini par s'y habituer et n'y font pas spécialement attention, à part Stéphane, puisqu'il est toujours en train de la mater. Donc elle bosse au bar Chachamarou. Elle finit par épouser le patron du bar. Donc c'est pareil, elle est un, comment dire, elle est une source de problème pour Hugo, puisque comme elle se bourre la gueule avec les verres que lui payent les clients du bar, elle finit régulièrement par sortir de son coma éthylique dans une chambre de Lovotel, et elle appelle Hugo pour venir la chercher. Donc ce qui crée des problèmes, puisque à chaque fois, ouais, je suis avec un tel au Lovotel, tout. Non, non, mais je la ramenais, voilà quoi. C'est c'est vraiment. Donc, elle trouve François, si vous vous souvenez, François, le prof de tennis très attirant, donc elle est toujours en tendance à essayer de le coller. Elle a tendance. Elle se comporte avec Hugo avec un peu comme une grande sœur, mais une grande sœur envahissante, parce que forcément, quand tu la retrouves à moitié à poil dans le futon, et que tu as forcément, quand Hugo il se pointe avec une fille dans sa chambre et qu'il se retrouve avec une gonzesse à moitié à poil dans son futon, ça crée des problèmes. Tu peux pas dire non, non, mais c'est la voisine d'à côté, c'est ton pet de chambre. Voilà. Euh, Donc il y a le fils de Pauline qui s'appelle Léo, le chien qu'elle a appelé comme son mari. Alors parmi les... donc voilà, Shun Mitaka, François Talmont, qui est donc le prof de tennis. Donc il est issu d'une famille riche. En fait, en réalité, il n'a pas besoin de travailler tellement il est pété de thunes. Mais il aime le tennis, c'est un truc qui est en lui. Donc il est prof de tennis pour quand même un milieu assez aisé, hein, qui a quand même beaucoup de... mais il est entraîneur du club féminin. Dans la série, il a 26 ans au début et à la fin, il a 31 ans à la fin de la série. Euh, Oui, ah oui, le fait que quand il sourit, les dents qui brillent, enfin ça, bon, ça c'est un délire. Il est l'archétype du beau gosse, fils de riche, que tout lui réussit, qui peut avoir toutes les gonzesses qu'il veut. Hein, D'ailleurs, il a une réputation de Don Juan parce que ils disent oui, t'es sorti avec toutes les filles de ton club, machin tout. Le problème, c'est que comme c'est quand même quelqu'un d'assez gentil, de bien éduqué, si une fille du club lui propose un dîner, un truc comme ça, ben, il va y aller, mais ça s'arrête là. En réalité, il passe de bonnes soirées en charmante compagnie, mais ça va rarement très loin. Il a la phobie des chiens, donc c'est ce qui fait que ben, pour draguer Juliette, à chaque fois il y a le problème avec le chien. Il finit, alors c'est ça qui est marrant, il finit par adopter un chien, un petit chien qu'il va appeler McEnroe, qui était un grand tennisman des années 80, pour l'aider à vaincre sa peur des chiens. Et son adoption va avoir des conséquences suite et des quiproquos. On en parlera au moment des personnages concernés. Donc là, on a le premier triangle amoureux, puisqu'on a euh, François et Hugo qui sont tous les deux amoureux de Juliette. Voilà, donc ça c'est le premier triangle amoureux. Juliette apprécie François, mais quand il se la joue dragueur, là, elle n'apprécie pas, elle l'envoie bouler. Pour elle, c'est un ami, pour rien de plus. Oui, bah, au bout d'un moment, il va se montrer impatient, il va être trop entreprenant avec elle, et c'est là qu'elle va qu'elle va vraiment le dégager. Il est le stéréotype du prince charmant, voilà, c'est vraiment qui veut sauver. Donc il est né en 55. Alors pareil, Mitaka, ça fait 3. Alors qu'il n'est pas, il n'a pas de chambre dans la pension, mais tous les personnages importants ont un numéro dans leur nom.
Ensuite, on va passer à Suzanne, Kozue Nanao. Voilà, Nanao, Nana, 7, alors qu'elle fait pas partie de... Elle est la petite amie autoproclamée d'Hugo. Moi, je le vois comme ça, je l'ai toujours vu comme ça. C'est-à-dire elle est tombée amoureuse d'Hugo. Comme lui, il est gentil, elle croit qu'il est amoureux d'elle, mais en fait, c'est juste qu'il n'arrive pas à lui dire que c'est qu'une amie et rien de plus. Et donc, du coup, ça crée des quiproquos, parce que quand elle colle Hugo, machin, il y a un moment, en faisant mes recherches, j'ai retrouvé un passage de l'animé où elle présente Hugo à ses parents et que les parents ils sont là, ouais, on te donne notre approbation, machin, tout. Donc eux ils sont déjà en train de penser mariage et lui il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaye quand même de le piéger. Souvent, quand il veut inviter Juliette quelque part, bah, c'est là qu'elle se pointe et elle croit que c'est elle qui est invitée. Enfin, ce qui fait que du coup, comme Juliette comprend tout de travers, elle se braque et elle lui dit ouais bah, allez-y, passez un bon moment. C'est voilà le deuxième triangle amoureux. Juliette, Suzanne vis-à-vis d'Hugo, mais attention, Hugo, on est dans une comédie romantique limite type harem, ce qui est quand même à l'époque, on n'était pas encore officiellement, ce terme n'existait pas encore officiellement dans les sous-genres de l'animation, puisque ça va pas être la seule pour Hugo. Donc bien souvent, elle complique les situations. Là, Juliette est souvent jalouse du temps que passe Hugo avec Suzanne, alors qu'elle dit non, non, je suis pas amoureuse de lui, mais voilà, s'il pouvait passer moins de temps avec l'autre, là, elle m'énerve. c'est... Du coup, c'est ce qui fait qu'elle est très distante avec Suzanne. C'est vraiment... Alors du coup, ça a créé le gag récurrent, ouais, effectivement, à chaque fois qu'Hugo se dit « Bon allez, aujourd'hui, je lui parle, je lui fais comprendre qu'il n'y a rien entre nous, machin, et t'arrives à la fin de l'épisode, il n'y est pas arrivé, quoi. » Donc, elle est née en 62, donc elle a 2 ans de moins que Hugo, et donc 4 ans de moins que Juliette. Bon, la grand-mère de Hugo, qu'on appelle simplement grand-mère Dufour en France, elle s'appelle Yukari Godai. Donc elle aime beaucoup Juliette, donc elle fait tout. Elle dit cache à Juliette, je te confie mon petit-fils, machin tout, alors bon, voilà. Le beau-père de Juliette, donc le père de son mari, qui est le vrai propriétaire de la pension, et qui voudrait que Juliette se remarie. Et c'est lui qui trouve du travail à Hugo dans l'enseignement, puisque dans la série, il va finir par se rendre compte qu'il est assez doué pour s'occuper des enfants, on va y venir. Ikuko, donc Marina, la nièce de Juliette, qui est la première à qui Hugo donne des cours privés, c'est là qu'il va se rendre compte. Donc après, oui, bah, le fait que Maxime Rosier, donc le mari de Juliette, on voit jamais son visage parce que sur les photos, à chaque fois, le visage, il est machiné. Ibuki Yamagi, Clémentine, la lycéenne, donc il y a 8, qui est amoureuse de Hugo et elle est là, elle vient se frotter à lui, qu'elle essaye tout. Alors c'est pareil, on est dans l'archétype de la lycéenne qui prend des cours privés avec un étudiant en fac et qui tombe amoureuse de lui. C'est vraiment un archétype japonais que vous retrouverez dans les hentai, dans les doujin et compagnie. Donc ça doit pas être sans raison. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'elle est amoureuse de lui, donc elle fait tout pour passer du temps avec lui et essayer d'attirer Hugo à elle. Mais elle est la première à vraiment se rendre compte que Hugo et Juliette s'aiment mutuellement. Donc, d'un autre côté, elle fait ça pour profiter tout en essayant de rendre Juliette jalouse pour qu'elle comprenne qu'elle veut Hugo. C'est vraiment, voilà, elle est l'archétype de la lycéenne des années 80 au Japon. Enfin, c'est vraiment. Ensuite, on a Azuna Kujo, Hortense, donc Roku qui est 9. Donc voilà, ça montre que c'est un personnage important. C'est-à-dire que quand il y a le chiffre dans le nom, c'est que c'est un personnage important. Donc qui est la fiancée de Stéphane. Donc c'est voilà, c'est l'oncle de Stéphane
voilà, comme je disais, il est d'une famille riche, et au Japon, les familles riches, il y a beaucoup de mariages arrangés, donc on est encore dans un stéréotype japonais, qui décide qu'il doit se marier avec cette fille Hortense, qui est issue d'une bonne famille et compagnie. Et lui, au début, comme il est amoureux de Juliette, il essaie de mais qu'il a reçu une bonne éducation. Il passe du temps avec elle, mais en essayant d'être pas trop proche, parce que lui, voilà, il est amoureux de Juliette. Et le truc, c'est qu'elle, elle adore les chiens. Donc, elle a même carrément une meute de chiens, elle en a pas qu'un. Et c'est là que ça prend tout son sens, que je vais vous spoiler un peu. Elle a une petite chienne qui s'appelle Salade. Et un soir, où t'as Stéphane qui a pris une cuite, après avoir été repoussé par Juliette. Et c'est Hortense qui le ramène chez lui. Et elle s'occupe de lui toute la nuit, donc en tout bien, tout honneur. Sauf qu'il y a le chien de Stéphane, pas de Stéphane, de François, que j'arrive, de François, McEnroe, qui du coup se tape la chienne. Et la chienne, Salade, tombe enceinte. Le truc, c'est que quand François, le matin, qu'il est bourré, qu'il se réveille, qu'il voit Hortense, sur le coup, il est là, je me souviens de rien, elle a passé la nuit là, il demande si c'est mal comporté, elle rougit un peu, mais bon, elle donne pas d'explication. Et puis, quelques semaines plus tard, il se voit et elle lui dit euh, en fait, le problème, c'est que elle parle du fait que sa chienne est enceinte, mais comme à chaque fois, elle dit jamais que c'est sa chienne, lui, il comprend que c'est elle qui est enceinte, que en gros, que bourré, il lui est sauté dessus et tout. Et comme il est bien éduqué, il va voir Juliette, il lui dit qu'il renonce à elle, qu'il va se marier avec Hortense et compagnie. Et en fin de compte, toute leur relation est basée sur un quiproquo, parce que il s'avance en annonçant tout ça, qui dit je vais prendre soin d'elle, il va voir les parents d'Hortense avec son oncle en faisant vraiment sa demande en mariage officiel et compagnie. Donc tout est en marche. Et puis il finit par apprendre qu'en fait elle parlait des chiens. Et là il est trop tard, t'es piégé. Donc voilà, François a un triangle amoureux entre Hortense, Juliette et François. Donc on va revoir un peu les triangles amoureux. On a donc Juliette qui est dans un triangle avec Hugo et François. François est un triangle avec Juliette et Hortense. Hugo est dans un triangle avec Juliette et Suzanne. Alors, c'est vraiment le triangle principal, mais il a aussi Clémentine qui lui court après. Et alors, il y a une autre fille. Bon, ça, je me rappelle parce que je ne l'avais pas noté, donc j'ai pas le nom. Il y a pendant un moment, parmi tous les petits boulots que fait Hugo pour arriver à vivre, il se retrouve à travailler dans un cabaret où il est rabatteur. Et en fait, le patron du cabaret on se rend vite compte qu'en fait, Hugo est un très mauvais rabatteur. Donc le rabatteur, c'est d'arriver à convaincre des hommes de rentrer dans le cabaret pour dépenser de l'argent auprès des hôtesses. Et en fait, la plupart de ces hôtesses sont des mères célibataires. Et donc, elles ont leur enfant qui est dans une garderie à l'étage du cabaret. Et le patron a remarqué qu'Hugo s'occupait bien des enfants, donc il finit par lui dire écoute, tu t'arrêtes de faire abatteur, maintenant tu t'occupes que des gamins. Comme ça, les mères pourront faire leur travail tranquille. Donc comme elles le connaissent déjà de quand il était rabatteur, les mères, ah oui, Hugo, oui, il est gentil, tout machin, c'est vrai, mes enfants l'aiment bien. Et il y a une des hôtesses qui a 2 enfants, et les 2 enfants adorent Hugo, et elles sont là, elles voudraient donner un père, un bon père à ses enfants. Donc elle essaye de choper Hugo, mais c'est anecdotique, hein. C'est pas comme les autres personnages où ça dure une bonne partie de la série. Ça dure juste un temps, l'équivalent d'une saison, et encore, parce que la série est en 4 saisons. Donc c'est assez rapidement. C'est pour ça que je ne le considère pas comme étant dans un triangle. Donc j'ai montré, nous avons un triangle de 3 personnages où chacun des personnages fait partie d'un autre triangle. Nous avons donc trois triangles
amoureux dans une seule série de comédies romantiques. Alors, le problème, c'est que Juliette Je t'aime est considéré à la fois comédie romantique et comédie dramatique, parce qu'on a quand même une veuve, on a quand même des situations très sombres, on va dire. Donc voilà, j'en suis à 30 minutes. Donc voilà, je voulais vous dire, Juliette Je t'aime, voilà, chaque personnage est une caricature d'un phénomène d'époque, d'un truc de l'époque, parce que maintenant il y a des choses qui ont changé. Donc nous avons la caricature de la concierge gentille, nous avons la caricature de l'élève sans fac, du personnage trop gentil pour son bien. On a la caricature du pervers, on a la caricature du gosse de riche à qui tout réussit, on a la caricature de la lycéenne amoureuse de son prof. D'ailleurs, il me semble que Juliette, euh, en fait, elle a épousé son prof. Faut que je revoie la série, en fait. Faut que je revoie la série pour arriver à sa... Ce qui me semble qu'il y avait quelque chose comme ça, que son mari, c'était son prof quand elle était lycéenne, quelque chose comme ça. Parce que la famille de son mari travaille dans l'enseignement. Donc il me semble que c'est quelque chose comme ça, qu'elle est en plus l'archétype de la lycéenne qui épouse son prof. Et que il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça. C'est... Puis il y a le fait que les parents de Juliette essayent aussi de la marier. À chaque fois, elle est là, non, non, je veux pas trahir Maxime. Ah oui, la pension des mimosas, putain, je me rappelais plus du... J'ai tellement l'habitude maintenant de dire maison et coucou que je me rappelais plus que c'était la pension des mimosas. Donc il y a 7 chambres. Alors, 7 chambres en comptant celle du concierge. Elle est en tellement mauvais état que l'horloge indique toujours 10h25. C'est la caricature des immeubles d'avant-guerre au Japon. Et c'est ce qui fait que, arrivé dans les années 80, c'était tous les vieux immeubles japonais, le truc des vieux immeubles japonais. Alors avec des WC au bout du couloir, donc tu as 3 chambres par étage et des WC au bout du couloir. Autre chose qui change entre quand vous regardez la VF et quand vous regardez la version sous-titrée, c'est que les personnages n'appellent pas Juliette Juliette directement. Ils l'appellent par sa fonction. Ils l'appellent Madame la concierge. Donc en japonais, c'est Landerin-san, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est dans Chebits, il me semble qu'ils l'appellent toujours Madame la concierge, qu'ils ont bien traduit. Parce qu'au Japon, tu appelles les gens, quand tu as une relation professionnelle, tu appelles les gens par leur fonction, pas par leur nom. Tu vois, c'est toujours monsieur le directeur, monsieur le président, c'est chef, le chef de service, donc c'est monsieur le chef de service. C'est soit le nom de famille, soit la fonction. Et dans Maison et Coucou, quand vous le regardez en original, il l'appelle toujours Madame la concierge en général. Ce qui fait que, par exemple, François, il appelle Juliette Otanashi-san, puisque automatiquement, les règles de bienséance fait qu'ils veulent l'appeler par son nom de famille. Et que lui, bien souvent, ses élèves doivent l'appeler coach. Plutôt que aussi Mitaka-san, je pense qu'ils doivent l'appeler comme ça. Là, en fait, ça vient de me donner envie de regarder la série en VO, c'est grave. Mais je l'ai pas. Je l'ai pas en... Oh putain, je crois que je vais finir par me la racheter. Mais c'est voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Je vous ai parlé, donc voilà, comme vous voyez, chaque personnage important, donc il y a 9 personnages importants dans Juliette Je t'aime. C'est les 9 qui ont un numéro dans leur nom. Ces 9 personnages font partie d'un triangle amoureux. Donc 3 x 3, 9, donc voilà, vous voyez, 3 triangles, donc ça fait 9 personnages. Non, parce que du coup, les autres pensionnaires font pas partie du triangle. Mais bon, comme quoi. Comme il y a 9 personnages importants, alors qu'il n'y a que 7 chambres dans la pension. Donc ce qui montre bien que
Je pense elle a dépassé son truc. Chaque personnage est vraiment une caricature de son époque au niveau du Japon, parce que forcément, c'est pas valable en France. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. N'oubliez pas de commenter pour dire ce que vous pensez de chacun des personnages et ce que vous pensez de la série. Est-ce que si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ce sont des archétypes de, de personnages. N'oubliez pas, abonnez-vous, hein, parce que là, ça a pas mal baissé ces derniers temps. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!